Le système de logement en Chine était, il y a encore pas si longtemps que ça, vraiment quelque chose de bizarre. Parce que contrairement à la France et même dans de bien nombreuses autres régions du monde, tout le monde est autorisé à s'acheter une maison en temps normal, si il en a les moyens bien sûr. Mais en Chine, c'était différent. C'était pas du tout le cas parce que même avant 1998, le marché immobilier chinois fonctionnait un peu sous un dogme, on va dire, socialiste. Et donc fondamentalement, les citoyens n'étaient pas autorisés à posséder de l'immobilier. Et c'est seulement à partir de 1998 qu'il y a un gros chamboulement en Chine lorsque le gouvernement décide d'annoncer la fin de la pratique des logements dits subventionnés par les entreprises publiques et les administrations, qui était l'une des causes de leur déficit chronique. Donc après 1998, les Chinois peuvent enfin devenir propriétaires immobiliers, et en seulement 2 décennies, donc 20 ans, et c'est vraiment très peu, la Chine est passée d'une Chine qui était dominée par les locataires imposés par le gouvernement au pays avec le taux le plus élevé de propriétaires. Aujourd'hui, plus de 90% des ménages chinois sont propriétaires de leur logement. Et pour vous donner une certaine perspective, pour comparer aussi par rapport à nous, il faut savoir que le taux d'accession à la propriété en France est de 57%, légèrement plus aux États-Unis, 65%. Donc à première vue, ça semble être un pays d'accomplissement incroyable, avec un taux d'accession à la propriété tout juste phénoménal. Et on pourrait se demander quand même, compte tenu de l'histoire de la censure en Chine, de l'opacité des informations importantes au reste du monde, est-ce qu'il est vrai que 90% des Chinois sont propriétaires de leur maison, ou est-ce qu'il y a une anguille sous roche? Et plus important encore, est-ce que malgré que le gouvernement chinois appelle la société à être propriétaire de leur logement, est-ce que les citoyens se sentent réellement propriétaires? En d'autres termes, est-ce qu'ils possèdent réellement un logement dans lequel ils peuvent vivre de manière décente? Imaginez une seconde, je vous fais un papier avec dessus un plan d'une maison et je vous dis bon, cette maison, elle n'est pas encore construite, ok? Mais si tu l'achètes maintenant, je te la construirai. Et une fois qu'elle sera finie d'être construite, elle sera à toi. Et donc là, je vous convainc d'aller à la banque, mettre de l'argent sur la table pour obtenir un prêt, et donc là, vous pouvez officiellement m'acheter cette maison. Et je vous rappelle que techniquement, cette maison n'est encore qu'un vulgaire bout de papier, mais elle sera construite éventuellement. Mais après quelques années, vous vous rendez compte que votre maison n'a toujours pas été construite. Peut-être qu'une partie de la construction a commencé, mais c'est pas encore en condition pour y vivre réellement, et donc vous ne pouvez pas y habiter. Et pourtant, même si la maison n'est pas encore construite, c'est complètement hors de votre contrôle, malheureusement. Si vous ne payez pas votre emprunt, eh bien, de très mauvaises choses vont vous arriver non seulement à vous, mais aussi à vos enfants et peut-être même à vos petits-enfants. Avant d'aller plus loin dans cette vidéo, j'aimerais vous expliquer comment fonctionne le système de prévente immobilier en Chine. C'est le système qui permet aux citoyens chinois d'acheter un logement sur le territoire avant que le logement soit construit. Et souvent, vous achetez votre logement avant même que la construction ne commence, jusqu'à là, pas grande surprise, donc vous ne vivez pas réellement encore dedans. Et dans le même temps, les banques, elles, s'attendent à ce que vous commencez à rembourser votre prêt. Ce système n'est pas unique à la Chine et ce sont probablement pas eux qui l'ont créé. Il faut savoir que Hong Kong utilisait déjà le système de prévente dans les années 1950 et ça a très bien fonctionné pour eux. Mais dans les années 90, la Chine a introduit ce système de prévente sur son marché immobilier et au cours des 3 dernières décennies, du moins de l'extérieur, ils semblent avoir dynamisé leur économie. Le marché immobilier chinois représente à l'heure actuelle quasiment 30% du PIB total du pays, contribuant à environ 4 000 milliards de dollars sur une économie de 14 milliards de dollars. Cependant, si on regarde les chiffres d'un peu plus près, on se rend compte que leur marché immobilier est un peu bâti sur un château de cartes. L'immobilier en Chine génère environ un tiers de l'activité économique du pays. En fait, les citoyens chinois sont encouragés à acheter autant de biens immobiliers qu'ils le peuvent parce que c'est un moyen d'investir et de faire fructifier leur argent. Le problème, c'est que si vous vivez en Chine, vous n'avez pas vraiment d'autres moyens d'investir votre argent parce que contrairement à l'Europe où nous avons un marché boursier dans lequel nous pouvons investir notre argent pour le faire fructifier, le marché chinois, lui, est bien trop volatile pour investir à long terme. Un simple regard sur l'indice SSE, qui est l'un des marchés les plus populaires de Chine, on voit clairement à quel point le marché est volatile. En plus de ça, les banques chinoises ne payent aucun intérêt, donc ça n'a pas vraiment de sens de laisser votre argent dans un compte d'épargne, même si en France ce n'est pas aussi bien loti que ça. Mais voilà, en Chine, déposer votre argent en banque, ça n'a aucun intérêt, ça ne va pas faire grossir. C'est comme si on se retrouve avec le seul et unique moyen de faire fructifier son argent, l'immobilier. Cependant, quand on regarde la population par rapport à la taille du pays, et finalement ce désir massif de devenir propriétaire,
Tout cela nous conduit inévitablement vers une surchauffe globale du marché immobilier, notamment en 2020 où les propriétaires achetaient des logements avant même qu'ils soient construits. Bon, maintenant vous allez me dire, ok Anthony, mais ce système, il n'est pas unique à la Chine. Il a déjà été testé dans plein de pays différents et ça a fonctionné. Et vous avez totalement raison, il n'est pas rare d'acheter une maison qui n'a pas encore été construite. Ce système est pratiqué dans bien d'autres parties du globe, comme les États-Unis, Hong Kong ou encore la France. Mais le problème avec ce système, c'est qu'il ne peut fonctionner correctement que si les promoteurs constructeurs sont des personnes responsables. Et qui d'autre peut tenir ces personnes responsables à l'exception du gouvernement? Et si on reprend l'exemple de Hong Kong, pendant des décennies, le gouvernement a travaillé dur pour protéger le droit des consommateurs. Par exemple, un promoteur ne pouvait proposer des préventes que s'il avait réellement la capacité financière à mener à bien ce projet. Et l'argent des acheteurs était versé à des avocats dans l'attente de la construction, puis ils étaient versés aux promoteurs au fur et à mesure de l'avancement de la construction. Et c'est là que le gouvernement chinois a manqué à ce devoir, malgré qu'il ait tenté d'introduire plusieurs politiques pour aider à réglementer l'utilisation des fonds des préventes. Mais en Chine, il y a un lobby tellement puissant qui comprend des chefs d'entreprise et une élite chinoise qui contrôle totalement le gouvernement, ce qui les rend en quelque sorte un peu corrompus. Et à partir de là découle un certain laxisme concernant l'accès à l'argent des préventes, avant même qu'ils ont ne serait-ce posé que la première brique d'un projet. Et comme tout gouvernement corrompu, ils ont établi des règles qui les avantageaient. Et donc qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les citoyens chinois payent pour ces logements en prévente, mais leur intérêt n'est absolument pas protégé. Et des grosses entreprises comme Evergrande ou Evergrande continuent de recevoir cet argent des préventes comme moyen pour financer d'autres futurs projets de prévente, au lieu d'utiliser cet argent pour construire le logement pour lesquels ils ont été payés. Et ces promoteurs qui pèsent plusieurs milliards de dollars, qui sont en charge de projets prévendus, peuvent continuer à s'appuyer sur un flux d'argent continu de prévente, continuer à gagner de l'argent qui va leur permettre de terminer des projets mais qui sont beaucoup plus anciens, etc. etc. Bon, en conséquence, qu'est-ce que ça a eu? C'est que ces promoteurs, ces constructeurs deviennent massivement surendettés et il suffit d'un seul petit accroc pour secouer l'économie chinoise avant que tout ce système ne s'effondre. Et attendez une seconde, on n'a pas eu un petit problème il y a quelque temps? En Chine, un mystérieux virus de la même famille que le SRAS a déjà contaminé 45 personnes. Vous vous souvenez de la pandémie du Covid-19? Lorsque le monde entier a été contraint de fermer ses frontières, de fermer son économie et que nous avons tous dû être enfermés dans nos logements, et bien, le Covid-19 a eu un effet sur l'immobilier, mais pas celui que vous imaginez. La pandémie a en fait encore plus stimulé les ventes de logements en Chine et le marché immobilier chinois qui était déjà en surchauffe, et bien, on est venu rajouter une couche supplémentaire. Et cependant, pour répondre aux préoccupations concernant le marché immobilier, la Chine a finalement réprimé les emprunts excessifs des promoteurs comme Evergrande. Et c'est là que découle le problème, c'est que le gouvernement chinois n'avait jamais réellement réglementé ce marché immobilier et donc il n'avait aucune idée du fait que les promoteurs étaient massivement surendettés et n'avaient pratiquement aucun argent sur les comptes. Parce que rappelez-vous que tout l'argent qu'ils recevaient des acheteurs de maisons était immédiatement utilisé pour financer un nouveau projet. Et donc une fois que tous les robinets ont été coupés par le gouvernement chinois, il y a eu immédiatement, à travers des entreprises comme Evergrande, encore une fois, un blocage dans le mécanisme. Et pour aggraver les choses, à ce jour, la Chine n'a toujours pas appris à vivre avec le virus du Covid-19, alors que le reste du monde a appris à vivre avec. La plupart des économies mondiales sont de retour quasiment à plein régime, mais elle, la Chine, continue de verrouiller des villes entières à cause du virus. Encore il y a quelques semaines, une ville a été reconfinée entièrement. Et donc à cause de cet événement majeur, ce qui était déjà un marché immobilier mal boulonné s'est transformé en quelque chose qui va paraître bien pire que la crise financière de 2008, où par exemple la valeur américaine avait chuté de 30%. Et si vous pensez qu'on était déjà au fond du trou, détrompez-vous, parce que sachez que les citoyens qui ont acheté ces logements sur le papier sont à bout. Et beaucoup d'entre eux ont commencé à ne plus rembourser leur emprunt et c'est un énorme problème pour les citoyens chinois. Parce que si vous vous souvenez un petit peu plus tôt dans la vidéo, je vous ai dit qu'en Chine, si vous ne payez pas votre emprunt, alors déjà votre notation allait dégringoler, mais surtout vous pouvez entraîner dans votre chute vos enfants, vos petits-enfants, tout simplement parce qu'en fait en Chine, le système de crédit est multigénérationnel. En France et même dans la plupart du monde, si vous faites n'importe quoi en ne payant plus vos factures, en ne remboursant plus rien, etc., on va s'en prendre uniquement à vous. On va par exemple saisir votre logement, ou on va reprendre votre voiture, ou encore on va procéder à une saisie sur salaire, etc., etc. Et bien en Chine, si vous faites n'importe quoi, ça ne va pas juste affecter que vous, mais ça va affecter également vos enfants et potentiellement même vos petits-enfants.
Et on parle de conséquences qui peuvent être très douloureuses parce que si vous ne remboursez plus votre emprunt, on parle de banques, on parle d'entreprises qui ne vont plus vous accepter, on parle d'écoles qui n'accepteront pas les enfants des parents qui ont fait défaut à leurs obligations. Et donc pour les citoyens chinois qui ont payé un logement en prévente, ils doivent prendre la décision très difficile de soit boycotter leur emprunt et stopper les paiements, en sachant qu'ils vont non seulement ruiner leur avenir financier, mais certainement aussi celui de leurs enfants, ou alors continuer à effectuer des paiements pour cette maison qui n'est pas encore terminée, ou qui n'existe carrément pas, et où il y a une chance que rien ne soit construit finalement, tout cela pour protéger l'avenir de ces enfants. Donc il y a quand même de plus en plus de gens qui choisissent de boycotter leur remboursement, et ça augmente inévitablement les défauts de paiement dans une économie immobilière chinoise qui est déjà faible. Et pour rappel, en 2007, la crise du marché immobilier qui s'est produite aux États-Unis est due à la base à une augmentation des défauts de paiement sur les prix hypothécaires, et cette crise du marché immobilier est ce qui a déclenché la crise financière mondiale de 2008, qui a gravement endommagé les économies du monde entier. Et donc si cette tendance se poursuit, si les promoteurs chinois ne finissent tout simplement pas les maisons et que les citoyens chinois décident d'arrêter de payer leur emprunt, si vous combinez tout ça avec des problèmes qui sont déjà existants dans l'économie chinoise, c'est la recette parfaite pour que la Chine ait sa propre version du crack du marché immobilier de 2007. Et moi j'ai une question qui me vient à l'esprit, c'est comment cela va affecter le reste du monde ? Parce que je vous rappelle que la Chine a énormément de relations commerciales, notamment avec les États-Unis, mais aussi avec l'Europe. Et la crise financière de 2008 a provoqué des ondes de choc dans le monde entier. Et malheureusement, il y a même certaines économies du monde qui ne sont pas encore remises de cette crise financière de 2008. Mais pour le moment, personne n'a vraiment la réponse à cette question. Bon, j'ai un cadeau pour vous. Vous trouvez dans les notes juste en dessous une formation sur les finances personnelles pour ne pas faire comme la Chine. Et vous aurez accès à plus de 2 heures de contenu, des PDF, des actions concrètes à mettre en place pour reprendre le contrôle sur vos finances et pour éviter la banqueroute. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me soutenir en explosant le bouton like. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne pour être informé des dernières sorties. Et vous pouvez aussi me retrouver tous les mercredis 10h dans la voiture, en salle de sport, peu importe, sur mon podcast Graines d'investisseurs. C'est une ambiance à la cool. On parle d'immobilier, développement personnel, bourse, entrepreneuriat, plein de choses. Dans tous les cas les amis, je vous souhaite plein de bonnes choses. N'oubliez pas, 1% chaque jour. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao ciao.